Bonjour, donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est les IDS ou systèmes de détection d'intrusion. Alors un IDS ou un système de détection d'intrusion est un type de système de gestion de sécurité pour les ordinateurs et les réseaux. Il va rassembler et analyser les informations venant d'un ordinateur ou d'un réseau pour identifier les violations possibles de politiques de sécurité. Un IDS est aussi appelé un sniffer de paquets puisqu'il intercepte les paquets. Une fois capturés, les paquets sont analysés et il évalue s'il y a une intrusion suspecte et émet un signal d'alarme dans le cas d'une suspicion. Alors, un IDS va avoir plusieurs fonctionnalités: surveiller et analyser les activités de l'utilisateur et du système, analyser les configurations système et les vulnérabilités, évaluer l'intégrité des fichiers et systèmes. Ils ont aussi la capacité de reconnaître des signatures ou des modèles ou des patterns d'attaque. Ils peuvent analyser les patterns d'activité anormales et localiser les violations de politiques utilisateurs. Alors, on a deux grands types d'IDS. On a les IDS réseau ou NIDS pour Network IDS. Un NIDS va vérifier chaque paquet entrant dans le réseau à la recherche d'anomalies ou de données incorrectes. Et contrairement au pare-feu, qui se contente de filtrer les paquets de données avec un contenu malicieux très fort, le NIDS vérifie chaque paquet minutieusement. Un NIDS va capturer et analyser tout le trafic et une alerte est générée sur la base du contenu, que ce soit au niveau des entêtes IP ou IP, TCP, etc., ou au niveau applicatif, des données d'application. Donc là, on parle des IDS réseau, et ce qu'on va remarquer en fait, c'est que les systèmes d'IDS qui sont en réseau, en réalité, ils vont être installés en parallèle, contrairement à un pare-feu par exemple qui va être en série. En d'autres termes, il va y avoir une duplication des paquets pour être envoyés au système, à l'IDS, pour qu'il puisse analyser les paquets ou le trafic. Le deuxième type des IDS, c'est l'IDS hot ou Host IDS. Donc, c'est un système basé hot où il analyse le comportement de chaque système. Le HIDS peut être installé dans n'importe quel système, que ce soit un desktop ou un serveur. Et il peut être un programme opérant en récupérant des logs d'audit d'application ou de systèmes d'opération. Donc les HIDS sont très efficaces pour la détection d'abus venant de l'intérieur du réseau. Si un utilisateur tente d'effectuer une activité non autorisée, le HIDS va détecter et collecter les informations les plus pertinentes. En plus de détecter l'activité non autorisée des utilisateurs internes, en fait, ils peuvent aussi détecter les modifications non autorisées au fichier. Donc si on regarde dans le schéma, vous allez avoir des agents IDS qui sont installés dans l'hôte, et on va pouvoir avoir un serveur de gestion de l'IDS pour pouvoir gérer les différents IDS qui sont installés sur les machines hôtes. Là, on parle bien sûr dans le cas d'un réseau d'entreprise, par exemple. Donc on a différentes manières de détecter une intrusion. On va avoir soit par reconnaissance de signature, détection d'anomalies et détection d'anomalies protocole. Donc d'abord, la première méthode dont on va parler, c'est la reconnaissance de signature. Ici, on va d'abord rechercher dans l'activité de l'élément surveillé les empreintes ou la signature d'attaque connue. Donc pour cela, on va créer des modèles d'intrusion et les événements entrants sont comparés avec ces modèles-là pour la détection. Et le modèle doit détecter une attaque sans perturber le trafic normal. En d'autres termes, seules les attaques doivent correspondre à un modèle. Les fausses alarmes peuvent réduire les performances du système. Et une signature binaire peut être définie pour une portion spécifique d'un paquet ou de paquets. Par exemple, si on parle de flag TCP,
Une signature mal formée pourrait déclencher une fausse alarme. Et comme je l'ai dit juste avant, ça va réduire les performances du système. Et le fait d'avoir des fausses alarmes, plus on a d'alarmes qui soient fausses, on va se retrouver avec ce qu'on appelle la fatigue de l'analyste. Fatigue d'alerte pour un analyste. Et on veut limiter au maximum cela pour pouvoir avoir des analystes en sécurité qui soient eux-mêmes suffisamment alertes et pour analyser les différentes alarmes et être le plus, on va dire, productif possible. Et plus la base de données de signatures augmente, plus le temps passé à comparer les paquets reçus à cette base de signatures va augmenter. Donc avec l'augmentation de la bande passante, certains paquets peuvent être abandonnés. Mais autre chose qu'on doit savoir, c'est que certaines attaques, certains vers, certains virus vont créer le besoin de plusieurs signatures pour une seule attaque. Puisque si on change un bit d'une attaque, ce changement pourrait invalider la signature. Cela va dépendre sur quoi se base cette signature. Donc on va essayer de prendre un cas d'étude où un ver va utiliser une attaque SynScan pour faire son analyse du réseau et essayer par la suite de se propager. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir différentes adresses IP sources selon où le ver est installé au moment où le SynScan va être effectué. Dans ce cas-là, il va y avoir le port TCP source et le port TCP destination sont les mêmes, 21. Le TOS ou Type of Service est égal à 0. Le numéro d'identification IP, c'est 39 426 et qui reste toujours le même. Les flags SYN et fin sont positionnés à 1. Le numéro de séquence va être random à chaque fois qu'il va y avoir l'envoi d'un paquet SYN par ce vers-là. Le numéro d'ACK aussi est divers et les tailles des fenêtres sont égales à TCP est égal à 1028. Donc l'une des premières choses qu'on va remarquer, si je prends les choses pas dans l'ordre de ce qui est écrit, c'est généralement on ne retrouvera pas des paquets où le port source et le port destination sont les mêmes, ou ce qu'on appelle aussi qu'ils sont réflexifs. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas généralement. Que aussi, un autre point intéressant à souligner, c'est que le numéro d'identifiant IP est toujours le même. Alors que généralement, ce numéro, quand il va y avoir un début de synchronisation, imaginons une application, un programme, bref, une machine veut demander une connexion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer un signe. Le numéro d'identifiant qui va être mis dans le premier paquet qu'elle envoie, c'est un nombre qui est random, qui est aléatoire. Donc entre le fait d'avoir toujours le même numéro, c'est aussi quelque chose qui sort de l'ordinaire. Autre problématique qu'on retrouve, c'est que les flags SYN et fin sont positionnés à 1 en même temps. Généralement, le SYN va indiquer une demande de connexion et le fin va indiquer une demande de déconnexion. Donc, il n'est pas normal de retrouver ces deux flags positionnés à 1 en même temps dans un seul et même paquet. En fait, finalement, ce paquet va comporter plusieurs caractéristiques qui peuvent être exploitées pour former une signature de détection de l'attaque. Je pourrais prendre ces 3 caractéristiques que j'ai citées, donc le port source et destination sont égaux et est égal à 21, TCP 21, que le numéro d'identifiant IP est égal à 39 426 et que les flags SYN et fin sont tous les deux à 1.
Alors, si je prends ces 3 éléments, la possibilité d'avoir... ça veut dire que finalement, à chaque fois tant que ce vers n'aura pas changé sa méthode d'attaque, sa méthode de travail, cette signature va fonctionner parfaitement là-dessus. Maintenant, on a un autre problème qui se pose. On voudrait réellement avoir une signature qui va se baser sur le moins d'éléments possible, tout en s'assurant qu'il ne va pas y avoir de faux positifs. Et donc pour cela, l'une des choses qu'on pourrait faire, de fausse alarme plutôt, je vais appeler ça fausse alarme pour le moment, on va voir ce que c'est qu'un faux positif un peu plus loin dans cette vidéo. Donc si on veut avoir le moins de faux positifs possible, tout en diminuant les critères de recherche, en fait, on veut diminuer le temps de réponse de l'IDS lors de sa vérification de signature. Et donc pour cela, l'un des exemples que je pourrais prendre, je vais pouvoir dire par exemple que je vais utiliser le numéro d'identifiant IP qui est toujours égal à 39 426 comme étant une signature. Alors, c'est une signature qui pourrait être valable, néanmoins, même s'il est peu probable de tomber sur un paquet qui va avoir cet identifiant IP et qui soit bénin, cette probabilité existe quand même. Donc, je vais me dire que peut-être ça tout seul, ça ne marcherait pas. Si je prends par contre le flag SYN et fin positionné à 1 en même temps, je suis sûre qu'aucun paquet bénin, aucune demande de synchronisation normale ne va avoir ces 2 flags à 1 en même temps. Et donc si je mets dans ma signature la recherche donc comme quoi le flag SYN et le flag fin sont tous les deux positionnés à 1, je m'assure que je n'aurai pas de fausses alarmes puisqu'il n'y a dans le fonctionnement normal du protocole TCP, on ne retrouvera pas ces flags à 1 en même temps. Et en plus, à chaque fois que je vais avoir ces 2 flags en même temps, je sais forcément que c'est une attaque SYN-SCAN venant de ce vers, ou ça peut être aussi une attaque venant d'un autre type de malware ou d'attaquant qui va utiliser la même signature. Donc, je suis sûre de mettre les fausses alarmes à 0 ou de les limiter au possible. Et j'ai élargi finalement ma signature à plus de possibilités. Puisque si le créateur du vers venait demain à changer le port source pour être un port qui soit aléatoire, et ben, si je me basais sur les ports sources et destination qui doivent être réflexifs plus les flags SYN et fin à 1, ben, je vais me retrouver sur une attaque qui ne va pas être détectée. Donc, il est intéressant quand on est en train de rechercher de créer une signature pour une attaque, de voir les caractéristiques de l'attaque et de voir qu'est-ce qui sort de l'ordinaire et qui ne devrait pas exister et qui permet finalement d'avoir quelque chose de discriminant. Donc, la détection d'anomalies, après avoir parlé de la reconnaissance par signature, on va parler de la détection d'anomalies. Donc ici, ça va consister à détecter des anomalies par rapport à un profil de trafic habituel. Donc, toute déviation d'une utilisation normale est marquée comme étant une attaque. Certaines anomalies peuvent être seulement des irrégularités dans l'utilisation du réseau. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que vous ayez... alors, avant d'aller là, il faut savoir que l'une des premières choses qu'on va faire pour pouvoir utiliser la détection d'anomalies, c'est d'analyser
l'utilisation normale du réseau, du trafic, du système, on va dire. Donc, pour connaître le trafic, donc on doit avoir ou connaître le trafic habituel. Et là, imaginons que habituellement, vous ayez un serveur web et que ce serveur web reçoit habituellement 10 000 demandes de connexion par seconde au courant de la journée et 1000 demandes de connexion par seconde la nuit. Imaginons encore une fois que dans ce scénario, aujourd'hui, vous avez fait le buzz au niveau des réseaux sociaux, vous êtes passé à la télé, etc. Le flux le nombre de demandes de connexion vers votre serveur web peuvent augmenter de manière significative. Et donc, si on passe de 10 000 demandes de connexion par seconde à 30 000 demandes de connexion par seconde, le fait de recevoir 30 000 demandes de connexion par seconde, dans ce cas précis, est une irrégularité et non pas une attaque. Alors que ça aurait pu aussi très bien être une attaque de type DDoS, par exemple. C'est un exemple que j'aime bien donner, puisque ça permet de voir pratiquement où se trouve le problème de ce genre de détection d'anomalies. Ensuite, l'incapacité de créer un modèle minutieux d'un réseau normal est une source de grande préoccupation. Donc ces modèles doivent être formés sur le réseau spécifique qui doit être surveillé. En d'autres termes, si vous créez un modèle dans un réseau d'une entreprise et que demain vous partez dans une autre entreprise, ce modèle que vous avez déjà créé ne peut pas être appliqué dans cette nouvelle entreprise. Il faudra réanalyser le trafic, voir ce qui se passe dans cette entreprise pour pouvoir créer un modèle qui lui soit approprié. Autre problème qui se pose, aujourd'hui, vous avez créé votre modèle de réseau normal, de trafic habituel ou de trafic normal. Demain, vous décidez de rajouter un nouveau serveur pour des besoins du business spécifiques. Ou bien je vais rajouter un serveur d'authentification pour créer et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, le modèle que j'avais créé n'est plus valide pour la réalité de mon réseau actuel ou futur. Donc c'est un autre problème. Sans parler du fait que entre les changements de trafic, et ainsi de suite. Donc, la détection d'anomalies est quelque chose d'intéressant, mais elle a bien sûr ses défauts, ce dont je viens de parler. La troisième manière de détecter les intrusions, c'est la détection d'anomalies protocole. Ici, on se base sur des anomalies spécifiques à un protocole. Donc ce modèle est intégré aux IDS où il va identifier les failles spécifiques des protocoles TCP/IP dans le réseau. Donc les protocoles, généralement, en fait, on sait que les protocoles sont créés en utilisant des spécifications permettant de dicter la bonne utilisation et communication. Ce qu'on retrouve dans les RFC. Ou Request for Comment. Donc le bénéfice de la détection d'anomalies protocole est l'utilisation de modèles simples et sophistiqués pour la détection. Et il existe de nouvelles méthodes d'attaque et d'exploit qui vont violer les standards de protocole qui ont été découverts fréquemment. Et la détection d'anomalies protocole peut identifier de nouvelles attaques. Autre chose, c'est que les systèmes de détection d'anomalies protocole sont plus faciles à utiliser puisqu'ils n'ont pas besoin de mise à jour de signature. Alors, je rappelle, les protocoles de communication, généralement, ils vont être créés et
les mises à jour de ces protocoles, des RFC de ces protocoles, se fait de manière très lente. Ça veut dire que si vous avez fait, si on regarde par exemple l'historique du protocole TCP, TCP n'a pas eu de grands changements sur l'implémentation du protocole, etc., depuis des années. Ça veut dire que si vous mettez en place un modèle de comment TCP fonctionne, ou en d'autres termes, par exemple, si je fais un graphe à état pour expliquer comment le protocole TCP fonctionne du début d'une connexion jusqu'à la fin de la connexion, et on peut détecter finalement tout ce qui va dévier de l'utilisation normale du protocole TCP. Exemple, je sais que au départ, il va y avoir une demande de connexion. Donc, toute communication entre deux machines qui utilisent TCP va commencer par une demande de synchronisation. Si, au lieu de recevoir une demande de synchronisation comme étant le premier paquet envoyé dans la communication entre deux machines, je reçois un paquet ACK, le paquet ACK ne va pas pouvoir... En fait, on ne peut pas rentrer dans le graphe à état au départ avec un paquet ACK. Et donc on peut dire que ce paquet ACK est une anomalie par rapport au protocole TCP. Et donc là, on va pouvoir finalement détecter que c'est une attaque. Donc les détecteurs d'anomalies protocoles sont différents des IDS traditionnels sur la présentation des alarmes. Et la meilleure manière de présenter des alarmes est d'expliquer quelle partie de l'état système a été compromis. Donc pour cela, les opérateurs IDS vont avoir besoin d'avoir des connaissances approfondies dans la conception du protocole où il y a une anomalie. Alors, on va continuer sur, finalement, on a parlé de la détection, etc. Mais en fait, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que c'est qu'un vrai positif, un faux positif, un vrai négatif et un faux négatif, pardon. En fait, généralement, on a l'IDS, là on est en train de parler de l'IDS, mais on va pouvoir généraliser ça à tous les systèmes de sécurité. Quand on parle d'un vrai positif, on veut dire comme quoi l'IDS a généré une alarme et que cette alarme a été générée en présence d'une condition qui la garantit. En d'autres termes, il y a une alarme et derrière cette alarme, il y a bien eu une attaque. Un faux positif, c'est que il n'y a pas eu d'alarme et ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Maintenant, quand on va vers les négatifs, le vrai négatif, c'est qu'on a reçu une alarme, mais derrière cette alarme, il n'y a pas d'attaque. Donc en fait, à ce moment-là, quand on est sur un vrai négatif, si on parle de détection par signature, c'est que la signature qu'on a, le pattern de détection qu'on a, n'est pas suffisamment minutieux pour détecter juste l'attaque et pas des paquets ou des éléments bénins. Et donc il faudra modifier, faire des modifications ou travailler sur la signature pour essayer de diminuer au maximum les vrais négatifs. Autre chose, les faux négatifs, qui est aussi un problème, c'est que on va avoir, ici, il n'y a pas d'alarme qui a été générée alors qu'il y a bien une attaque. Et donc là, c'est l'inverse. On va essayer de voir est-ce que il manque une signature. Donc si, par exemple, imaginons que il y a eu une attaque, mais que vous ne l'avez pas détectée au niveau de l'IDS, que autre chose plus loin
dans cette attaque, euh, vous avez détecté l'attaque à un autre niveau. Et quand vous détectez l'attaque à un niveau plus loin, ce qu'on va refaire, généralement, c'est créer le timeline de l'attaque. Donc le timeline de l'attaque, c'est voir comment l'attaque a commencé de son début jusqu'à ce qu'il a été, jusqu'à sa fin ou jusqu'à ce qu'il a été arrêté dans la course de cette attaque. Donc ça dépend où est-ce que l'attaque, à quel moment l'attaque a été arrêtée. Et donc en revoyant, en retraçant l'attaque, je vais pouvoir voir finalement comment elle s'est passée et est-ce que il y a quelque chose qui a raté dans la détection. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'IDS par exemple? Est-ce que c'est un problème où il n'y a pas du tout de signature, c'est une nouvelle attaque et qu'il n'y a pas de signature existante et que voilà, ou bien que c'est pas une nouvelle attaque mais il y a eu des changements qui ont fait que la signature qui existe ne fonctionne pas sur cette modification, cette nouvelle variante, ou alors que la signature qu'on avait pour cette attaque, elle n'était pas suffisamment, elle était trop spécifique et pas suffisamment large pour découvrir les en fait, ce genre d'attaque grâce à cette signature. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre d'améliorer notre système d'alarme et de voir comment faire en sorte que les choses soient plus cohérentes. Donc ce qu'on veut au final, c'est avoir le maximum de vrais positifs avec un minimum de faux négatifs pour s'assurer que on n'a pas d'attaques qui ne vont pas être trouvées, et aussi un minimum de faux positifs pour limiter la fatigue des personnes qui sont en train d'analyser ou de faire du triage post-alerte. D'un point de vue général, on va pouvoir retrouver différents signaux généraux d'intrusion. Donc, ceux-ci sont les éléments dont je vais parler maintenant. C'est des éléments génériques. Hein. Il peut y avoir, selon ce qui va l'intrusion particulière, il peut y avoir d'autres choses. Donc ça, ce sont juste des signes généraux. Donc, les indications d'une intrusion système vont être, on va pouvoir voir cela grâce à la modification des fichiers de configuration. On peut retrouver aussi des vides ou des trous dans les fichiers log et d'audit de système, des performances système anormalement lents, et avoir un système qui crash ou bien reboot de manière anormale, des logs courts ou incomplets, et des logs contenant des permissions ou bien propriétaires incorrects, des logs manquants ou encore des processus inconnus. Alors, une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que généralement, ce qu'on va faire lorsqu'on va qu'on va installer un nouveau système par exemple, on va mettre en place une liste de processus connus qui sont, on va dire que c'est une liste de processus autorisés, et si on retrouve des processus qui ne sont pas sur cette liste, il va falloir faire une analyse de quel est ce processus, d'où il vient, comment il a été comment ça se fait qu'il est dans ce système, et ainsi de suite. Si on parle des indications d'intrusion dans les fichiers de système, donc en observant les fichiers système, on peut identifier la présence d'intrus. Grâce à, par exemple, si on trouve de nouveaux fichiers ou des programmes inconnus, c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait eu une intrusion dans le système. Donc le système peut être compromis au point de compromettre les autres systèmes du réseau. Si on trouve un changement de permission, donc lorsqu'un intrus a accès au système, il ou elle va généralement essayer d'augmenter ses privilèges pour avoir des accès administratifs ou des accès root.
Et lorsque l'intrus arrive à obtenir les privilèges de l'administrateur, il va pouvoir changer les permissions de fichiers, par exemple, de passer de la lecture seule à lecture-écriture, par exemple. Le changement de taille de fichier inexpliqué ou de changement injustifié de la taille des fichiers est aussi un des indicateurs d'attaque. On a aussi la présence de fichiers malveillants dans le système qui ne correspondent pas à la master list qu'on a créée. Des noms de fichiers inconnus dans les dossiers et des fichiers manquants. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a tout ça, ce sont des signes que probablement une attaque ou une intrusion a eu lieu. D'autres indications d'intrusion, mais cette fois-ci réseau, vont être disponibles. En fait, on va retrouver quelque chose comme un sondage répété des services disponibles sur la machine, des connexions d'emplacement inhabituelles ou insolites. Imaginons que je prends un employé de mon entreprise et qu'il habite à Alger. Quand il se connecte au service de l'entreprise, aux applications de l'entreprise, aux serveurs de l'entreprise, il se connecte à partir d'une adresse IP qui se trouve à Alger. Donc, imaginons à ce moment-là que quelqu'un va se connecter avec l'identifiant et le mot de passe de cet employé, mais au lieu de se connecter depuis Alger, il se connecte depuis, on va dire, Tombouctou, par exemple, ou il se connecte depuis New York ou Mexico City. Donc, ce sont des emplacements qui n'ont pas lieu d'être. Notre employé n'a rien à faire. Enfin, si on ne sait pas comme quoi il est en déplacement de travail ou quelque chose dans ce style, on n'est pas censé recevoir ce genre de demande de connexion. Un autre exemple que vous avez peut-être déjà aperçu, parfois vous voulez accéder à des sites web et le site web vous refuse l'accès en vous disant que il est interdit cet emplacement, enfin il y a une barrière géographique ou une interdiction sur l'endroit géographique duquel vous êtes. Donc ça c'est aussi un autre problème. Donc finalement, la connexion d'emplacement inhabituelle et insolite, c'est aussi une indication possible d'intrusion réseau. Un essai répété de connexion à partir d'un hôte distant et des données arbitraires dans les fichiers log qui vont indiquer une tentative de créer un DOS, un déni de service, ou un crash de service. Alors, on a plusieurs outils de détection d'intrusion et de vulnérabilité. On va parler d'un en particulier parce que c'est celui qu'on va voir en TP. Donc, ce dont on va parler, c'est de Snort. Snort est un IDS réseau open source capable d'effectuer une analyse du trafic en temps réel ainsi que l'enregistrement des paquets IP du réseau. Il est capable aussi d'effectuer une analyse protocole et recherche de correspondance de contenu et peut être utilisé pour détecter une variété d'attaques et de sondages comme des buffer overflow, des scans de port, des attaques CGI, etc. etc. Alors, Snort est aussi un NIPS, hein. Il n'est pas que un NIDS, il est aussi un système de protection d'intrusion. On va voir les systèmes de protection d'intrusion dans une prochaine vidéo ou dans un prochain cours. Et donc ça, c'est un des outils de détection d'intrusion qui existent. Vous pouvez trouver d'autres outils de détection d'intrusion, comme par exemple un autre qui est connu, c'est Suricata. Donc, quand il y a eu détection d'une attaque par un IDS, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a plusieurs éléments qui peuvent être faits.
On va pouvoir configurer le pare-feu pour filtrer l'adresse IP de l'intrus. Donc empêcher que l'intrus continue d'attaquer à partir de cette adresse. Alerter l'utilisateur ou l'administrateur par un son, un email, un SMS, en fait la manière d'alerte qui est prévue par l'administrateur. Écrire une entrée dans l'event log en envoyant d'abord une trappe SNMP à une console de gestion. Ensuite, enregistrer les informations de l'attaque, et on va enregistrer ces informations-là en prenant en considération le timestamp, l'adresse IP de l'intrus, l'adresse IP, le numéro de port de la victime, les informations protocole. Et une des choses qu'on doit prendre en considération, par exemple, quand on enregistre le timestamp, selon l'entreprise, si c'est une entreprise dont tous les locaux se trouvent dans un seul endroit géographique ou dans une seule time zone. Donc, par exemple, là, on ne va pas trop se casser la tête, on peut mettre cet élément comme étant l'heure actuelle à laquelle c'est au niveau de l'entreprise. Mais si on parle d'une entreprise qui est une multinationale par exemple, ou qui a plusieurs succursales sur différents horaires. Donc par exemple, on a une entreprise, l'entreprise va avoir des éléments au niveau en Algérie, d'autres, une succursale en Égypte, une autre succursale par exemple au Kazakhstan, une autre au Canada, et ainsi de suite. Vous voyez que là, on va avoir des heures différentes. On va pas être dans le même time zone. Et donc, si l'Algérie, c'est UTC plus 1, l'Égypte, je crois que c'est UTC plus 2 ou plus 3. Quoi qu'il en soit. On va voir comme quoi les fuseaux horaires sont différents. Donc, l'une des choses qu'on va vouloir mettre en place ici, c'est d'homogénéiser les fuseaux horaires pour que lorsqu'on enregistre les attaques, en fait, lorsqu'on enregistre dans les logs, on utilise un fuseau horaire qui va être le même pour tous. Donc, par exemple, l'un des fuseaux horaires qui est le plus souvent utilisé, c'est UTC. Et donc, à ce moment-là, ce que je vais utiliser, quand il va y avoir l'enregistrement des informations, si l'attaque a été effectuée sur un serveur qui est sur Alger, ou en Algérie, au lieu d'enregistrer ça avec l'heure locale, je vais enregistrer ça avec l'heure UTC. Donc je vais faire une translation d'heure pour avoir l'heure UTC. Alger étant à UTC plus 1, si on dit comme quoi il était 15h00, alors à Alger, donc quand je vais l'enregistrer à l'heure 14h00, ce qui est l'heure à UTC quand il est 15h à Alger. Donc le fait d'avoir tout enregistré dans le même fuseau horaire, ça va faciliter le travail quand on a un incident, surtout si l'incident va impliquer les systèmes dans différentes zones géographiques. Et donc on pourra finalement reconstitutionner l'attaque par rapport à une heure ou un fuseau horaire qui est le même pour tous, et ne pas avoir de confusion entre ces différents fuseaux horaires. Enregistrer un trace file des paquets bruts pour une analyse future. Lancer un programme séparé pour gérer l'événement. Et un autre exemple de ce qu'on peut faire, c'est terminer la session TCP en créant un paquet TCP fin ou TCP RST pour forcer l'interruption de la connexion. Maintenant, on a plusieurs manières d'évader les systèmes IDS.
Parmi selon le type d'IDS qui est utilisé, si on parle, on sait que plusieurs IDS réseaux vont utiliser le pattern matching. Et donc, les scripts d'attaque possèdent des signatures connues qui vont permettre d'avoir une bonne détection de ces attaques. Mais ils peuvent aussi facilement éluder rien qu'en changeant le script. Donc si je change quelque chose dans mon script d'attaque, ça peut changer la signature et donc ça pourrait évader l'IDS. Puisque ici, l'évasion de l'IDS va se concentrer à déjouer la signature correspondante en altérant l'apparence de l'attaque ou de l'attaquant. Et on va l'évader en changeant le script d'attaque. Donc, on a différentes manières d'évader un IDS. Je vais parler de certaines. Donc, on va avoir l'insertion. L'insertion, c'est le processus où l'attaquant va embrouiller l'IDS en le forçant à lire des paquets invalides connus invalides. Donc le paquet ne sera pas accepté par le système auquel il s'adresse, donc le système, la victime finale, la cible, mais il va être accepté par l'IDS. Donc si un paquet est mal formé ou s'il n'atteint pas sa destination, le paquet est invalide au niveau de l'autre cible, mais si l'IDS lit ce paquet invalide, alors on va pouvoir introduire une confusion au niveau de l'IDS. L'évasion, c'est un peu l'inverse de l'insertion. Ici, l'attaque d'évasion se produit lorsque l'IDS rejette un paquet que l'autre auquel il est destiné, lui, l'accepte. On peut avoir aussi essayé de créer un déni de service du système de détection d'intrusion lui-même. Donc l'attaquant va identifier un point de traitement réseau qui réclame l'allocation d'une ressource qui va causer une condition à se produire, qui va consommer toute la ressource de l'IDS, par exemple. Les attaques complexes, là, généralement, on va parler en fait du fait que l'attaquant va combiner plusieurs attaques pour bypasser les IDS. L'obfuscation va permettre de rendre le code plus difficile à comprendre ou à lire pour différentes raisons. Donc et donc si on arrive à modifier cela, ça peut, et que ça marche, on pourrait évader l'IDS. On a la désynchronisation post-connexion SYN, et on va avoir aussi la désynchronisation pré-connexion SYN. Donc dans la désynchronisation post-connexion, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de tromper l'IDS. Comment? Donc l'attaquant ne va pas essayer de le tromper directement puisqu'il garde trace des numéros de séquence TCP. Et pour que cette technique marche, l'attaque doit d'abord désynchroniser l'IDS en envoyant un paquet de connexion SYN dans le flux de données. Et après la transmission du flux de données, l'autre va ignorer le paquet SYN puisque la référence du paquet SYN est une connexion déjà établie. Le but de l'attaque ici est de resynchroniser l'IDS sur le nouveau numéro de séquence. Et si l'attaque a réussi à resynchroniser l'IDS avec le paquet SYN, l'attaquant va alors envoyer un paquet RST avec le nouveau numéro de séquence et pouvoir continuer sa connexion avec l'hôte final, en fait l'autre cible, sans que l'IDS n'analyse les paquets qu'il envoie. Tandis que la désynchronisation pré-connexion SYN, ici l'attaquant va envoyer un SYN initial avant que la véritable connexion ne soit établie, mais avec un checksum avec un checksum TCP invalide. Si l'IDS ne vérifie pas le checksum et qu'il accepte le SYN, alors il va se synchroniser sur ce paquet SYN. Et alors que l'hôte de destination, en recevant ce paquet TCP avec un checksum invalide, il va le refuser. Donc, si ces deux conditions fonctionnent, l'IDS va être synchronisé sur un numéro de séquence qui
avant même que la véritable connexion ne se produise. On a la fragmentation. Ici, on va se baser sur les différentes méthodes de fragmentation IP pour l'évasion d'IDS. On en a parlé dans une vidéo précédente, comme l'attaque de teardrop étant une des attaques de fragmentation. Et on a la découpe de session, qui est une méthode d'évasion au niveau de la couche réseau qui divise la chaîne sur plusieurs paquets. Donc les données dans les paquets est divisée en petites portions d'octets. Et lors de la livraison, la correspondance de chaîne est évadée. Donc la découpe de session, c'est un peu comme la fragmentation, sauf que la fragmentation, elle se trouve au niveau IP, et la découpe de session, elle se trouve à un niveau plus supérieur. Donc l'IDS va avoir bien sûr plusieurs limites d'observation. Donc, si les événements sont dans un réseau différent, l'IDS ne peut pas le voir. Imaginons que vous ayez un employé ou un employé qui va, au lieu de se connecter au réseau de l'entreprise, va utiliser son téléphone portable et partager la connexion de son téléphone pour qu'il puisse se connecter au Wi-Fi du téléphone. À ce moment-là, l'IDS de l'entreprise, même si lui est au sein de l'entreprise, hein, l'employé est dans son bureau en entreprise, eh ben, il ne pourra pas voir ces événements-là puisqu'ils ne sont pas puisque des paquets, etc., ne vont pas passer par lui. Si l'IDS n'est pas là, ne fonctionne pas, pardon, donc si il y a une attaque de déni de service ou l'IDS est en panne, bah forcément il va pas pouvoir observer les attaques et les analyser. Si l'IDS ne comprend pas le protocole, et là on parle donc si l'IDS ne connaît pas le protocole, il ne peut pas décoder les événements, et donc pour lui ces événements ne sont pas observables. Et si on excède la limite de bande passante de l'IDS, il y aura des paquets qui ne pourront pas être analysés par l'IDS à cause de cela. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bye!